podcast. Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les enquêtes de Sherlock Holmes, réalisée par Abder Isker d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, nuit d'épouvante à Deptford. Bonsoir mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Vers la fin d'avril 1895, j'emmenai un soir mon ami Sherlock Holmes dîner chez Frascati, un des meilleurs restaurants de Londres. Et de là, nous allâmes prendre le café et les liqueurs au Café Royal. Sur notre banquette de pluche rouge et à l'ombre de faux palmiers, nous devisions agréablement, quand soudain Sherlock Holmes me serra le bras. Tiens, voilà Lestrade. Qu'est-ce qu'il fabrique ici? Un inspecteur de Scotland Yard cherche toujours quelqu'un. Il nous a vus. On lui offre quelque chose? Bien sûr. Bonsoir, monsieur Holmes. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Asseyez-vous dans l'estrade. Qu'est-ce que vous prenez? Oh, je ne voudrais pas vous déranger. Non, pas du tout. Je prendrai un pale ale. Waiter, appelez. Alors, Lestrade, vous courez les cafés maintenant? Oui, pour me détendre un peu. Ouh, vous semblez préoccupé. Oh, j'ai eu beaucoup à faire cette semaine et l'on vient de me parler d'une histoire assez curieuse. Alors j'ai conseillé au gentleman qui est venu me raconter ses ennuis de faire appel à vous. Il ira probablement à votre domicile demain matin. De quoi s'agit-il? D'empêcher une jeune fille de faire une bêtise. Mais encore... Voilà. Vous connaissez le chemin de Deptford le long de la Tamise. Vous trouvez là les plus abominables taudis, mais juste au milieu d'eux, on peut encore voir quelques belles maisons anciennes qui furent jadis les demeures de riches commerçants. Oui, cela m'a déjà frappé. Alors, l'une de ces maisons est habitée par une certaine famille Wilson depuis plus de 100 ans. Ils s'occupaient de commerce avec la Chine. Mais quand il y a 25 ans, les affaires sont devenues plus difficiles, ils se sont retirés sans insister, avec d'ailleurs une très belle fortune. Ces dernières années, vivait encore dans cette maison le chef de famille, Horatio Wilson, sa femme, son fils, sa fille, et le frère cadet de Horatio, un nommé Théobald, qui était venu habiter avec eux à son retour de l'étranger. 5 personnes, non? Oui. Or, il y a 3 ans, le cadavre du chef de famille a été repêché dans la Tamise. Il s'était noyé. Comme il avait la réputation de boire sec, on pense qu'il s'était égaré dans le brouillard et qu'il était tombé à l'eau. 1 an plus tard, sa femme, qui souffrait d'une maladie de cœur, mourait d'une crise cardiaque. Un médecin fut appelé pour procéder à un examen très attentif du corps, car un agent de police et un veilleur de nuit en service sur une péniche venaient de faire une déclaration assez troublante. Laquelle? Ils déclarèrent avoir entendu un cri terrible provenant de la maison des Wilson exactement à l'heure où mourait la vieille dame. On a enquêté? Bien sûr, puisque je vous dis qu'un médecin légiste a été appelé tout de suite. Il a d'ailleurs conclu à une crise cardiaque, et pas autre chose. À quelle heure ce cri a-t-il été entendu? 10 heures du soir. Mais vous savez que la nuit, sur les bords de la Tamise, le brouillard est très épais et finalement, les témoins ont reconnu qu'ils avaient pu se tromper en pensant que le cri venait de chez les Wilson. Et il avait dû venir d'ailleurs. Mais ils n'ont pas pu se tromper sur l'heure où a été poussé ce cri. Vous dites que ce fut exactement au moment où Madame Wilson mourait. Oui, ça a été une coïncidence, voilà tout. Oui, admettons. Ensuite? Eh bien, voilà qu'il y a 5 semaines environ, la fille, Janet Wilson, qui a 24 ans, s'est rendue en compagnie de la bonne à une petite fête paroissiale, et quand elle est rentrée, elle a trouvé son frère, Phineas, mort dans son fauteuil. Il avait hérité de sa mère un cœur très fragile. Cette fois, il n'y a pas eu d'histoire de cri poussé dans la nuit, mais le visage du mort était empreint d'une telle expression de terreur que le docteur de la famille a cru devoir convoquer le médecin légiste. Après un examen attentif, ils ont conclu tous les deux à une crise cardiaque. Ce genre de mort provoque parfois, paraît-il, une contraction du visage analogue à celle causée par une grande peur. C'est votre avis, docteur? Parfaitement exact. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Janet Wilson est dans un tel état d'angoisse qu'elle veut absolument vendre la maison et partir pour l'étranger. Je la comprends.
Et qu'en pense l'oncle Théobald? Eh bien, c'est lui qui ira vous voir demain matin. Le pauvre homme m'a demandé de calmer les frayeurs de sa nièce et de l'engager à être un peu plus raisonnable, mais comme j'ai autre chose à faire que de m'occuper de jeunes filles hystériques, je lui ai dit, voyez donc Sherlock Holmes. Oh, merci, Lestrade. Non, si je comprends bien, l'oncle doit avoir peur de perdre un logis confortable. Ah non, non, c'est pas ça. Il est très attaché à sa nièce, aux traditions familiales, et à juste raison, il craint qu'il ne lui arrive à l'étranger Dieu sait quelle aventure. D'autant plus qu'elle est d'une santé assez fragile. Elle non plus n'a pas le cœur très solide. Ah. Et cet oncle, comment gagne-t-il sa vie? Alors là, vous ne devineriez jamais. Ah, quoi donc? Il élève des canaris. Et c'est un métier bien connu. Ah oui? Oh, 10h30. Il faut que je me sauve, excusez-moi. Filez, mais avant, parlez-moi un peu de cet homme qui élève tout banalement des oiseaux. Ah, on voit bien que vous ne souffrez pas d'insomnie, monsieur Holmes. Autrement, vous sauriez que les oiseaux élevés par Théobald de Wilson ne ressemblent guère aux autres canaris. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit. Ça? Mais qu'a-t-il voulu dire? Il sait quelque chose que nous ne savons pas. Mais comme il n'y a rien de plus vain qu'une devinette, je me refuse à perdre du temps pour une jeune fille qui ferait mieux de consulter son directeur de conscience. Le lendemain matin, aucun visiteur ne se présenta à notre appartement de Baker Street. Mais au milieu de l'après-midi, en rentrant d'une visite à un malade, je trouvai un homme d'un certain âge en conversation avec Sherlock Holmes. Il était d'une extrême maigreur et son visage austère de professeur, tout sillonné de rides, avait le ton jauni d'un vieux parchemin. Ah, Watson, voici Monsieur Théobald Wilson dont Lestrade nous a annoncé la venue. J'ai beaucoup entendu parler de vous, docteur. Et Monsieur Holmes me pardonnera si je déclare que c'est grâce à vous que son génie est devenu célèbre. Oh, mon Dieu. Ah, mais si, je le reconnais moi-même bien volontiers. Je suis ravi de votre présence ici, docteur. Vous allez pouvoir m'éclairer sur le cas de ma pauvre petite nièce Jeannette. Et je suis certain que vous aurez sur elle une très heureuse influence. J'ai promis à Monsieur Wilson de l'accompagner à Deptford. La jeune fille est, paraît-il, décidée à quitter la maison dès demain, mais je ne vois vraiment pas en quoi mon intervention pourrait la faire changer d'avis. Vous êtes trop modeste, Monsieur Holmes. Quand j'ai fait appel à la police officielle, j'espérais qu'en certifiant que les décès survenus dans la famille depuis 3 ans n'avaient que des causes naturelles, elle réussirait à dissuader Jeannette de son projet. Peine perdue. C'est alors que l'inspecteur Lestrade m'a conseillé de faire appel à vous, Monsieur Holmes. Il a même eu l'air un peu vexé quand il a vu avec quel enthousiasme je sautais sur sa proposition. C'est une réaction très humaine. Si vous le voulez bien, nous allons descendre et prendre un cab. Mais allons, messieurs, allons. Cette fin de journée était particulièrement maussade. Pendant que nous franchissions Blackfriars Bridge, je vis que de longues bandes de brume s'élevaient au-dessus de la Tamise, comme les vapeurs empoisonnées d'un marécage. Nous avions quitté les rues spacieuses du West End pour de grandes artères commerciales. Bientôt, elles firent place à des rues de plus en plus misérables, au fur et à mesure que nous approchions de ce labyrinthe de bassins, de chemins puants qui furent autrefois le berceau du grand commerce britannique. Il paraît que vous êtes expert en Canaries, Monsieur Wilson. Oh, je ne suis qu'un modeste amateur, Monsieur Holmes. Mais il est vrai que j'ai derrière moi 20 années d'expérience. Se pourrait-il que vous aussi vous intéressiez à... Moi? Oh, non, pas du tout. Eh bien, je le regrette pour vous. L'étude, l'élevage et l'entraînement des Fringilla canaria peuvent passionner une existence entière. Si vous saviez l'ignorance des gens sur un tel sujet, même dans les milieux les plus éclairés. Quand j'ai lu ma communication sur le croisement des races de Madère et des îles Canaries à la Société britannique d'ornithologie, j'ai été épouvanté par la puérilité des questions qui m'ont été posées. L'inspecteur Lestrade a fait allusion à certaines particularités de votre élevage de petits chanteurs. Chanteur, monsieur? Une grive chante, tandis que les Fringilla canaria possèdent l'oreille la plus raffinée, la plus exquise de la nature. Leur pouvoir d'imitation est unique, et leur gosier tient du miracle. L'inspecteur avait raison en vous disant que j'avais obtenu de mes oiseaux une performance unique. Ils sont entraînés à chanter la nuit à la lumière artificielle. Oh, mais c'est rarissime. Et en même temps bénéfique, docteur, car il distrait les gens frappés d'insomnie.
Et j'ai des clients dans toute l'Angleterre qui supportent les longues heures de la nuit grâce au chant mélodieux de mes Fringilla Canaria. Seule l'extinction de la lumière met un terme à leur concert. Bravo! Je crois que vous êtes rentré en Angleterre il y a 3 ans, Monsieur Wilson. Oui, Vous veniez de Cuba, je pense. c'est exact. Mais comment le savez-vous? Votre canne est en ébène de Cuba. Impossible de se méprendre à cette tanne verdâtre et à ce brillant exceptionnel. J'aurais pu l'acheter à Londres depuis mon retour. Non. Vous l'avez depuis de nombreuses années. À quoi voyez-vous ça? Eh bien, il y a sur le vernis une éraflure légère mais régulière, le long du côté gauche du manche, exactement à l'endroit où un doigt bagué, je précise un doigt de gaucher, se refermerait sur lui. D'autre part, l'ébène est en bois très résistant, il a fallu beaucoup de temps pour le marquer ainsi, et le métal qu'il a rayé est extrêmement dur. Or, vous êtes gaucher, Monsieur Wilson, et vous portez une bague en argent au 3e doigt. Vous êtes un homme merveilleux, monsieur Holmes. Et en effet, je faisais à Cuba le commerce du sucre et j'ai ramené ma vieille canne. Mais nous voici arrivés. Si vous pouviez calmer les appréhensions de ma pauvre nièce aussi rapidement que vous avez deviné mon passé, quelle reconnaissance je vous aurais, monsieur Holmes. Nous nous trouvâmes sur un chemin bordé de maisons sordides, qui descendaient en pente douce vers la Tamise. Sur un côté s'étendait un haut mur de briques croulantes, dans lequel était encastrée une grille de fer. Derrière, nous aperçûmes, à travers le brouillard, une grande maison. La façade avait été recouverte d'un plâtre qui s'écaillait, découvrant une maçonnerie délavée. Le jardin était inculte et l'odeur humide qu'exhalait le fleuve collait à la peau. Après avoir traversé un vestibule, Wilson nous introduisit dans un salon confortable où une jeune fille assise à un secrétaire était en train de ranger des papiers. Jeannette, je te présente monsieur Sherlock Holmes et son ami le docteur Watson. Messieurs, voici ma nièce. Puissiez-vous la persuader de ne pas commettre une sottise qu'elle regretterait bien vite. Je pars demain, et quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, ces messieurs ne me feront pas changer d'avis. Puis-je savoir, mademoiselle, la raison qui vous incite à prendre une décision si grave? La raison est simple, monsieur. Ici, j'ai peur. Peur? De quoi? Des ombres et des bruits insolites. Quelles ombres? Elle veut parler de son père, de sa mère et de son frère qui sont morts ici, n'est-ce pas, Jeannette? Oui. Tu as hérité d'eux une jolie fortune, ainsi que cette propriété. Vas-tu, justement à cause de leurs souvenirs, déserter le toit familial? Ce serait d'une ingratitude. Je ne sais pas comment ils sont morts. Je crois, moi, qu'ils ont été assassinés. Pourtant, mademoiselle, les médecins légistes ont été formels, ils ont conclu à des crises cardiaques. Moi aussi, monsieur Holmes, j'ai le cœur fragile. C'est pourquoi je veux m'en aller d'ici. Je ne veux pas mourir comme eux. Vous avez parlé de bruits insolites. Oui, j'entends la nuit des bruits bizarres, presque imperceptibles, qui pendant des heures me laissent haletante et l'oreille tendue. Je ne veux pas mourir de peur. Je ne serais pas étonné que dans ce quartier, il y ait des souris et des rats. Avant l'arrivée de mon oncle, nous en étions infestés, mais il nous en a totalement débarrassés. Dans ce cas, ne croyez-vous pas, mademoiselle, que vous vous laissez aller à un peu d'autosuggestion? Non, monsieur Holmes, je ne suis pas folle. Si je veux partir, c'est que je sais fort bien que quelque chose me menace. Et comment le savez-vous? Fiez-vous à l'intuition féminine. Mais peut-être allez-vous en rire, vous aussi. Aucunement. Et je ne ferai rien pour vous retenir si vous tenez absolument à vous en aller. Mais puisque je suis ici, peut-être accepterez-vous de me faire visiter votre maison. Excellente idée. Viens, Jeannette. Je suis sûr que par sa seule présence, monsieur Holmes va chasser tes vilains papillons noirs. Si vous y tenez, je vais vous conduire aux chambres. Y a-t-il une cave? Oui, Puis-je la voir tout de suite? mais certainement. Nous descendîmes dans une sorte de sous-sol dont les murs étaient en pierre. Par quelques marches, on accédait à une porte vitrée qui donnait sur le jardin. Dans un coin, du bois était entassé près d'un gros poêle éteint, dont la tuyauterie métallique traversait le plafond. Sherlock Holmes se pencha sur les marches de pierre qui montaient au jardin. Mon Dieu, quelles petites créatures affairées. Qu'est-ce que vous regardez là? Des fourmis. Je suis toujours étonné de leur courage et de leur force.
Hein, Watson, si nous étions obligés de traîner des dîners 3 fois plus gros que nous... Ces bestioles nous donnent une belle leçon de patience et de volonté. La vérité, ces fourmis ont pris l'habitude d'être là parce que les domestiques jetaient leurs ordures dans le poêle pour s'épargner la peine d'aller jusqu'à la poubelle. C'est pourquoi vous avez mis un cadenas sur le couvercle. Exactement. Si vous le désirez, je puis aller vous chercher la clé. Non? Alors, montons faire le tour des chambres. Mademoiselle, j'aimerais voir celle où est mort votre frère. Si vous voulez. Nous trouvâmes au premier étage une grande pièce meublée avec goût. 2 cages d'oiseaux étaient suspendues au tuyau d'un poêle. Où conduit cette porte latérale? À ma chambre, qui était autrefois celle de ma mère. Soudain, Sherlock Holmes s'immobilisa et regarda le mur au-dessus de la fenêtre. Il grimpa sur une chaise, allongea le bras, toucha légèrement le plâtre et flaira ses doigts. Puis il descendit et fit le tour de la chambre, les yeux toujours fixés au plafond. Bizarre. Quelque chose vous étonne? Je cherche à m'expliquer l'origine de ces traînées sur le plafond et sur les murs. Ah, ce sont ces maudites blattes qui amènent de la saleté partout dans la maison. Je t'ai déjà dit 100 fois, Jeannette, que tu devrais surveiller davantage le travail des domestiques. Vous permettez, mademoiselle, que je jette un coup d'œil à votre chambre? Je vous en prie. Merci. Un simple coup d'œil m'a suffi pour comprendre que ma venue ici était vraiment sans utilité, mademoiselle. Je vois que le brouillard se lève, je vous demande la permission de prendre congé. Charmant, ces canaris. Ah, mais puisque ça vous intéresse, venez par ici. Je vais vous en montrer d'autres. Wilson nous fit longer un couloir et nous introduisit dans sa chambre. Là était accrochée au mur une quantité de cages, chacune recouverte d'une serge noire. C'est pourquoi les oiseaux ne chantaient pas. Leur maître se dirigea vers l'une d'elles et en ôta le voile. Vous voyez, ils chantent même à la lueur de cette lampe. À l'entendre, on dirait une alouette des champs. N'est-ce pas? Je vous avais bien dit que les Fringilla Canaria étaient les meilleurs imitateurs du monde. Question d'entraînement. Tenez, écoutez celui-ci. Peperino, la vedette de la trompe. Tiens, je ne reconnais pas ce chant. C'est celui d'un oiseau de nuit des tropiques. Dites-moi, monsieur Wilson. Monsieur, Pourquoi êtes-vous le seul à vous chauffer avec une cheminée alors que les autres chambres ont des poêles? je n'en ai jamais éprouvé le besoin. Je suis pas frileux. Mais vous ne craignez pas les appels d'air? Mon Dieu, non. Nous prîmes congé et, descendus au rez-de-chaussée, nous attendîmes dans le vestibule que M. Wilson nous apporte nos manteaux et nos chapeaux. Sherlock Holmes en profita pour se pencher vers la jeune fille. Rappelez-vous, mademoiselle, ce que je vous ai répondu tout à l'heure. Je ne ris jamais des intuitions féminines, car en de certaines circonstances, c'est quand elles demeurent invisibles que se perçoit le mieux la vérité. Quelques instants plus tard, nous retraversions le jardin et nous nous dirigions vers notre cab dont les lanternes perçaient faiblement le brouillard. Déjà, la purée de pois s'épaississait. Les rares passants n'étaient plus que des ombres qui se hâtaient. Voyez-vous, Watson, je croyais cette affaire bénigne et j'étais persuadé que je n'avais rien à y faire. Et vous avez changé d'avis? Oui, dans cette histoire, tout me semble sujet à caution. Pourquoi, dans sa chambre, Wilson a-t-il une cheminée et non pas un poêle? Avez-vous remarqué que le tuyau qui monte de la cave est relié au poêle des autres chambres? Ma foi non. Ah, eh bien, ce détail ne m'a pas échappé à moi. Oh, c'est un vieux système de chauffage, pourquoi m'y serais-je attardé? Et les traces sur le plafond? Vous voulez parler des traînées de poussière? Non, des traînées de suie. De suie? Oui, je les ai touchées, je les ai senties. C'étaient des taches et des traînées d'une suie provenant de la combustion du bois.
Notre cab venait d'entrer dans la cité et je gardais le silence pour ne plus distraire mon ami dont le cerveau était visiblement en plein travail. Bien qu'il eût sa pipe entre les dents, il ne l'allumait pas. Cet oubli était l'indice de réflexion qu'il convenait de ne pas troubler. Soudain, Sherlock Holmes se frappa le front et passa la tête par la portière. Cocher, retournez d'où nous venons. Bien, monsieur. J'ai trouvé, Watson, j'ai trouvé. Les faits étaient là, sous mes yeux. Et malgré tous mes efforts, le mécanisme de la bonne et saine logique ne se déclenchait pas. Et puis d'un seul coup, hop, il s'est mis en marche. Mais de quel fait parlez-vous? Il y en a 9. 4 seulement auraient dû suffire. Premièrement, cet homme vient de Cuba. Deuxièmement, il élève les canaris suivant une technique curieuse. Troisièmement, il connaît le chant des oiseaux de nuit des tropiques. Et quatrièmement, il a une cheminée dans sa chambre. Et alors? Stop, cocher. Stop, je vous dis, arrêtez-vous. Nous nous arrêtâmes devant un réverbère qui éclairait les 2 globes d'un mont-de-piété. Sherlock Holmes sauta du cab et entra dans l'immeuble. 10 minutes plus tard, il remontait auprès de moi, donnant au cocher l'ordre de continuer sa route. Heureusement que nous étions encore dans la City. Ce n'est pas dans le quartier sordide où nous allons que j'aurais trouvé à acquérir dans un mont-de-piété ces 2 clubs de golf. Les mots s'arrêtèrent dans ma gorge. Mon ami venait de glisser dans ma main un lourd club d'acier. Les prémices d'une horreur vague et monstrueuse m'envahirent. Pourquoi ces cannes au bout pesant? Contre qui? Contre quoi allions-nous avoir à nous défendre? Sherlock Holmes fit arrêter le cab devant un public house et, sans descendre, il nous fit apporter à chacun un double whisky. L'horloge de Saint-Nicolas sonnait 10 heures quand nous nous retrouvâmes dans le jardin des Wilson. À travers ce brouillard, une chatte ne retrouverait pas ses petits. Écoutez. Nous sommes juste sous la fenêtre de Wilson. Dans sa chambre, ça doit être assourdissant. Tant mieux. Il ne nous entendra pas. Tournons autour de la maison. Regardez. Cette lumière au-dessus de nous. Jeannette est dans sa chambre. Qu'est-ce que vous faites? Je jette une poignée de gravier sur les vitres pour lui signaler notre présence. La voici qui ouvre sa fenêtre. Qui est là? Chut! C'est nous, Sherlock Holmes. Docteur Watson. Descendez nous ouvrir sans éveiller l'attention de votre oncle. Vite. Je viens tout de suite. Il y a une petite porte dans le mur, à votre gauche. Nous suivîmes le mur et nous atteignîmes la porte au moment où Jeannette Wilson l'entr'ouvrait à notre intention. Elle était en robe de chambre, ses cheveux dénoués flottaient sur ses épaules. La bougie qu'elle tenait à la main faisait danser nos ombres sur les murs de l'escalier que nous gravissions avec précaution. Une fois dans la chambre de la jeune fille, Sherlock Holmes lui désigna une pièce contiguë. Vous allez passer la nuit dans la chambre de votre frère. Et si vous tenez à la vie, n'en sortez sous aucun prétexte. Bien, mais pourquoi? Ceci nous regarde. Mais vous? Nous resterons ici dans votre chambre. Votre oncle est-il venu vous dire bonsoir? Oui, vous voyez, il m'a amené Pépérino et il a suspendu sa cage au tuyau du poêle. Il m'a dit que pour ma dernière nuit à la maison, il m'offrait la plus jolie distraction qui soit au monde. Votre dernière nuit. Oui, en effet, c'est le mot juste. Et comme je n'aurais pas dormi beaucoup, je n'aurais pas tardé à soulever le voile noir. Nous le ferons à votre place, mademoiselle. Vous allez vous coucher dans la chambre de votre frère. Et vous essaierez de dormir bien sagement sans vous occuper du reste. Dormir? Mais comment pourrais-je dormir, vous sachant de l'autre côté de la porte et attendant quoi? C'est pour le savoir que nous sommes ici. Pendant que la jeune fille emportait ses affaires dans la chambre voisine, Sherlock Holmes souleva le bord de l'étoffe noire qui recouvrait la cage de Pépérino et regarda attentivement l'oiseau. Mon pauvre Watson,
Le mal que peut inventer l'homme est sans limite. Janet Wilson n'osa pas nous souhaiter une bonne nuit. Et quand elle eut refermé sa porte, mon ami et moi nous assîmes dans un fauteuil. Nous ferions bien de nous relaxer pendant une demi-heure. Ayez l'obligeance, Watson, de souffler la lampe. Soufflez la lampe quand un danger nous menace. Nous n'en courons aucun dans l'obscurité. Tiens, me ferez-vous l'honneur de me dire quel danger nous courons quand la lampe est allumée? Avez-vous remarqué le couvercle à charnière qui se trouve sur le dessus du poêle? Il y a quelque chose d'anormal? Vous ne trouvez pas étrange qu'un poêle en fonte soit fermé par un couvercle en fer blanc, ultra léger? Grand Dieu, Holmes, j'ai peur de comprendre. Voudriez-vous dire que ce Wilson a utilisé et va encore utiliser la tuyauterie venant de la cave pour insuffler dans les deux chambres un poison mortel? Pour se débarrasser de toute sa famille afin d'hériter la maison et la fortune? Voilà pourquoi dans sa propre chambre il n'y a qu'une cheminée. Je comprends tout. Vous n'êtes pas loin de la vérité, mais je crois ce Wilson beaucoup plus démoniaque que vous ne le supposez. Il possède 2 qualités primordiales pour réussir dans le crime. Il a de l'imagination et il ignore la pitié. Éteignez cette lampe et essayons de nous détendre, nos nerfs vont être mis à rude épreuve. Une fois dans l'obscurité, je m'assurai que mon revolver était toujours dans ma poche. J'appuyai mes 2 mains sur la canne de golf et, rassuré par le calme imperturbable de mon ami, je sentis peu à peu mes paupières s'alourdir et je m'assoupis. Désolé de troubler votre sommeil, Watson. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais voici 1 heure que vous dormez. Nous ne sommes pas précisément venus pour cela. Oui, non, je sais. Qu'est-ce qu'on va faire? Soyez gentil de rallumer cette lampe. Bien. Merci. Maintenant, tenez solidement votre canne de golf et tenez-vous prêt à vous défendre. Qu'est-ce que vous faites? J'enlève le voile noir qui recouvre la cage de Peperino. Vous voulez qu'il chante? Oui. Pourquoi faire? Pour attirer la mort. Soudain, nous vîmes le couvercle du poêle se soulever, lentement. Je ne suis ni nerveux ni impressionnable, mais j'avoue que, cramponné au bras de mon fauteuil et dévorant des yeux cette chose hideuse qui apparaissait peu à peu, je me sentis glacé d'épouvante. Le couvercle s'était encore soulevé de quelques centimètres, et à travers l'ouverture, un amas de bâtonnets jaunes s'agrippait, cherchait une prise. Bientôt il émergea et demeura immobile sur la surface du poêle. J'avais déjà vu avec horreur des tarentules qui en Amérique du Sud mangent les oiseaux. Mais ces bêtes n'étaient rien auprès du monstre ignoble qui nous faisait face. Il était plus large qu'une assiette. Son corps, dur et lisse, était entouré de pattes qui, repliées sous lui, donnaient l'impression terrifiante que la bête se ramassait pour bondir. Des grappes d'yeux rougeâtres luisaient. « Watson, ne bougez pas !» Soudain, rapide comme un éclair, la bête bondit sur la cage, atteignit le mur et fit le tour de la chambre à toute vitesse, en sifflant. « Tu es là, Watson! Tapez dessus! Tapez !» De la poussière de plâtre jaillit et une table se renversa, quand l'araignée aux abois sauta à travers la pièce. Je me jetai par terre. Holmes bondit par-dessus moi. « Restez où vous êtes! » Les coups qu'il assénait sur la bête cessèrent enfin. Et ce fut le son affreux d'une sorte de giclement. Pendant quelques instants, l'araignée demeura suspendue, puis se laissa tomber et resta par terre comme des œufs en bouillie. 3 pattes grattaient encore le plancher.
c'est ignoble. Dieu merci, elle vous a raté quand elle a sauté. Attention, Watson, en voilà une seconde. Sur le haut du poêle, s'appuyant sur ses pattes rassemblées, son corps jaune frémissant pour bondir, se tenait une autre araignée monstrueuse. Sherlock Holmes la regardait sans bouger. Je compris qu'un mouvement rapide ne ferait que précipiter l'élan de la bête. Alors je tirai lentement mon revolver et... je fis feu presque à bout portant. À travers la fumée, je vis l'araignée se recroqueviller et retomber dans l'ouverture du poêle. Nous entendîmes un bruit de frottement, de glissade. Puis plus rien. Merci, Watson. Oh, écoutez! C'est Wilson qui se sauve. Votre coup de revolver l'a alerté. Courons, vite! Mais le brouillard était si dense que nous entendîmes seulement le bruit assourdi de ses pas dévalant vers le fleuve. Regagnons la maison, Watson, et confirmons à cette jeune fille qu'elle n'a plus rien à craindre. Très habile, le dresseur de canaris. Une fois ces araignées installées dans le poêle de la cave, quoi de plus simple que de monter 2 tuyaux communiquant avec les chambres du premier? En suspendant une cage au-dessus d'un des poêles, le tuyau amplifiait le chant des oiseaux et, guidés par leur instinct de rapace, les araignées montaient pour dévorer les canaris. Leur morsure est mortelle? Non, je ne crois pas. Et voici où réside la ruse diabolique. C'était la vue de l'araignée qui provoquait la mort de la victime. Pouvez-vous imaginer l'effet d'une telle apparition sur une femme âgée, un cardiaque et une jeune fille au cœur fragile? Mais, enfin, pourquoi a-t-il fait appel à Scotland Yard, puis à vous? Parce que cet homme avait des nerfs d'acier. Sa nièce voulant partir, il avait décidé de la tuer. Une fois son meurtre accompli, qui aurait osé lever le petit doigt contre M. Theobald Wilson? Ne s'était-il pas rendu à Scotland Yard? N'avait-il pas sollicité le concours de Sherlock Holmes? La jeune fille serait parbleu morte d'une crise cardiaque comme les autres. Rappelez-vous le couvercle fermé du poêle de la cave. Admirez le sang-froid avec lequel il nous a proposé d'aller chercher la clé. Le bluff, Watson, le bluff! Moi-même, je m'y suis laissé prendre. On n'eut plus jamais de nouvelles de Theobald Wilson. Tout ce que je peux dire, c'est que 2 jours plus tard, un cadavre fut repêché dans la Tamise. Le corps était affreusement mutilé, sans doute par l'hélice d'un navire, et la police fouilla en vain ses poches en vue de l'identifier. Elle ne contenait qu'un petit carnet rempli de notes concernant la période de couvée des Fringilia canaria. Dans la série Les Enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre Nuit d'épouvante à Deptford, d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud, prise de son Jean Pantaloni, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquer. Avec Maurice Ténac, Sherlock Holmes, Pierre Détail, Dr Watson, et Georges Hubert dans le rôle de l'inspecteur Lestrade. Robert Vattier, Theobald Wilson, Roxane Flavian, Janet Wilson. Marie Bénard a-t-elle empoisonné à l'arsenic son mari et 12 autres membres de sa famille? Voilà ce que vont tenter d'éclaircir avocats, enquêteurs, jurés, experts et contre-experts au cours d'une affaire qui passionne la France de 1952 à 1961. Pas moins de 3 procès seront nécessaires pour parvenir à juger celle que tout le monde surnomme alors l'empoisonneuse de Loudun. À travers les chroniques judiciaires de Frédéric Potcher, la star de la profession à l'époque, le podcast Les Archives du crime vous fera éprouver, à votre tour, les tourments de la justice dans l'une des plus fameuses énigmes d'empoisonnement du XXe siècle.
L'affaire Marie Bénard est à retrouver chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du crime sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.